Je vais donc passer la parole à notre rapporteur, Jacques Mézard. Merci, Madame la Présidente. Je ne crois pas que le débat sur le Comité consultatif national d'éthique sera extrêmement long. D'abord, je crois qu'on peut souligner le sens de l'intérêt général de tous ses membres, puisque que ce soit le président ou les 39 autres membres, chacun assume ses fonctions de manière bénévole et vous avez un budget dont le total ne va pas mettre en danger les équilibres fondamentaux de la République. Bon. Première question, le statut d'autorité administrative d'indépendante vous apporte-t-il quelque chose? Que pensez-vous de ce statut par rapport à votre comité consultatif? Deuxième question. Vos dépenses sont variables d'une année sur l'autre. Donc, comment vous faites pour négocier ces crédits? Vous nous avez dit que que ça dépendait du Premier ministre, mais comment faites-vous? Bon, sur l'année 2014, je constate que si les renseignements que j'ai sont exacts, vous avez rendu un avis. Bon. Est-ce que ça correspond à une réunion tous les mois de ces 40 personnes? Bon. En moyenne, si je prends les 3 dernières années, 2012, 2013, 2014, vous aurez rendu au total 6 avis en 3 ans, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que la qualité des avis n'est pas dépendante du nombre. Il est possible qu'un avis sur une question fondamentale pour la société justifie le travail de toute une année, voire plus. Mais comment ajustez-vous donc le nombre d'avis et le financement? Bon. Sur ces 3 dernières années, depuis que vous êtes président, est-ce qu'il y a eu des autosaisines? Bon, j'aurais une question plus technique à vous poser ensuite. Donc je synthétise. Le statut d'autorité administrative indépendante. Qu'est-ce que cela vous apporte ou pas? Bon. Ensuite, vos budgets. Ensuite, le nombre d'avis. Monsieur le Président. Merci. Alors, autorité, c'est un peu particulier, comme vous le savez, nous ne sommes pas dénommés par la loi relative à la bioéthique en 2004 comme autorité administrative indépendante, mais comme autorité indépendante. Je ne sais pas si ça signifie autorité administrative indépendante. Il semble que le Conseil d'État et le législateur aient considéré que c'était du même ordre. Mais ce qui est spécifié, c'est autorité indépendante. Ce qui me semble, en ce qui concerne un comité consultatif national d'éthique important, puisque, comme je vous le disais, un des critères et une des difficultés de la mise en place dans certains pays d'un comité d'éthique, c'est justement d'assurer son indépendance. Il y a 2 conditions qui sont considérées au niveau international aujourd'hui comme, et depuis la création du comité consultatif l'était, comme des gages indispensables de légitimité pour un comité d'éthique. C'est son indépendance et le fait que le regard est croisé, transdisciplinaire et dépasse l'expertise biologique et médicale qu'on pourrait attendre d'un comité qui examine des questions qui touchent à la biologie, la médecine et la santé. Donc je pense que, indépendamment des modalités de fonctionnement que ça implique, je veux dire, le fait d'instituer, je pense que c'était l'intention du législateur, le comité consultatif comme autorité indépendante, donner un gage au moins symbolique de l'indépendance de ce comité qui, je crois, est indispensable à l'exercice de ces activités. Le deuxième point, notre budget est variable. Comme je vous le dis, nous essayons de le diminuer sensiblement, en tout cas en ce qui concerne les dépenses courantes. Et ce que nous faisons, c'est que chaque année, lorsqu'on nous demande quelles sont les perspectives que nous avons, nous avons inscrit, comme nous l'avons fait en 2015, la réduction de nos dépenses de fonctionnement, plus ce que nous pensions être des événements qui pourraient avoir lieu, conférences de citoyens, colloques, que nous avons provisionnés. Donc c'est comme ça que ça se passe. En ce qui concerne les avis, nous avons rendu 4 avis en 2013. Donc, comme je vous disais, j'ai pris
J'ai été nommé président en novembre 2012. Nous avons rendu un avis en 2014, mais comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons rendu un document très riche, qui est le rapport que nous avons remis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, comme la loi nous le demande et que nous avons rendu public, un rapport sur l'ensemble du débat public, qui, je dirais, représente un travail, à mon sens, identique à celui de l'élaboration d'un avis. Et nous avons rendu au Conseil d'État des observations générales qu'il nous avait demandées, qui est un document d'une 40aine de pages de mémoire, qui représente au fond l'équivalent de l'élaboration d'un avis. Donc je dirais que nous, à mon sens, nous sommes dans le rythme de publication de nos documents, qu'ils portent le titre d'avis ou pas, qui est celui que nous avons toujours eu, c'est-à-dire 4, 3, au maximum 5 avis par an, ce qui explique les 123 plus donc les 125 documents rendus depuis 32 ans par le comité consultatif. À cela s'ajoute, comme je vous le disais, la préparation, l'organisation d'une conférence de citoyens à la fin 2013, qui là aussi a représenté pour le comité un travail tout à fait significatif. Et nous nous faisions à l'époque d'ailleurs la réflexion que s'il y avait beaucoup de projets de loi déposés visant à modifier la loi relative à la bioéthique, l'organisation de conférences de citoyens et l'élaboration d'un rapport sur le débat public et l'animation d'états généraux risqueraient d'empêcher ou de peser sur les autres activités, ce qu'on a vu pour l'année 2014. Donc je crois qu'il faut intégrer ces nouvelles missions du comité consultatif dans ce qui était sa mission classique et habituelle, qui se limitait à la production d'avis et à l'organisation d'une journée publique. Monsieur le rapporteur, d'autres questions? Oui, le nombre d'autosaisines dans les dernières Ah pardon, années. je m'excuse. Alors les autosaisines, je vais vous donner un exemple. Nous sommes en train, et je pense donc que nous aurons 2 avis de plus cette année, nous sommes en train de travailler sur une autosaisine qui est, nous avions été saisis par la Direction générale de la santé sur les problèmes éthiques posés par le séquençage complet de l'ADN à partir d'une goutte de sang d'une femme enceinte de 6 mois, le séquençage complet de l'ADN d'un fœtus, qui aujourd'hui devient possible et qui, en raison de la diminution des coûts du séquençage, sera non seulement possible, mais sans doute moins cher que de faire un test spécifique recherchant un élément particulier comme une trisomie 21 ou une maladie génétique particulière. Donc quel problème ça pose? On a rendu cet avis. Au moment où on a été saisi, on était déjà en train de travailler sur une autosaisine qui était implication éthique des nouvelles techniques de séquençage complet de l'ADN. Ce que nous allons rendre comme avis vraisemblablement à l'automne, c'est un avis sur les implications éthiques du séquençage complet de l'ADN, indépendamment, à tout âge de la vie, indépendamment de la question spécifique qui touche l'ADN du fœtus pendant la grossesse. Donc voilà un exemple d'autosaisine. Le colloque dont je vous parlais, où nous cherchons un regard international, parce que ce sont des problèmes qui sont internationaux, porte sur un avis que nous sommes en train d'élaborer, qui est un avis qui résulte d'une autosaisine, et qui est cet avis, ce projet d'avis dont je vous parlais, hein, les problèmes éthiques posés par l'érosion de la biodiversité, les changements et les modifications de l'environnement. Donc voilà 2 exemples d'autosaisine sur lesquels nous sommes en train de travailler. L'avis que nous avons rendu récemment sur les problèmes éthiques posés par la contre-indication permanente des hommes qui ont eu une ou des relations sexuelles avec un ou d'autres hommes était une saisine de la ministre de la Santé. Donc vous voyez que nous articulons au fond, je vous ai parlé du projet de fin de vie qui était une saisine du président de la République. Nous avons rendu l'avis dont je viens de vous parler sur le séquençage de l'ADN du fœtus. Nous avons rendu un avis sur les implications éthiques de la mise à disposition de tests de diagnostic rapide du VIH qu'on pourrait acheter en pharmacie et pratiquer chez soi. Ça, c'était une saisine. Nous avons rendu un avis sur les implications éthiques de ce qu'on appelle la neuroamélioration, entre guillemets. Et c'était une autosaisine dans le cadre d'une autre mission que je n'ai pas mentionnée, que le législateur nous a donnée dans la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, qui était d'avoir une mission de veille sur les questions éthiques posées par l'avancée des neurosciences. Et donc cet avis sur la neuroamélioration était une autosaisine dans le cadre de cette question. Donc vous voyez que nous travaillons au fond en parallèle avec des temps
d'élaboration de l'avis qui sont différents. Lorsque nous sommes saisis, même si nous ne respectons pas obligatoirement le calendrier, nous essayons de nous y tenir. Lorsque nous sommes dans le cadre d'une autosaisine, encore une fois, le moment où nous rendons l'avis, c'est le moment où nous pensons que l'avis peut rendre à la société. Donc il y a toujours eu, je dirais qu'il y a 3 modalités. C'est que le législateur nous dit que le gouvernement, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les établissements d'enseignement public, les établissements publics et les fondations reconnues d'utilité publique qui ont pour activité principale la recherche, le développement technologique et la protection de la santé peuvent nous saisir. Donc ça, ce sont les saisines sur lesquelles on travaille. Et puis en dehors de ça, toute institution ou toute personne ou toute association peut nous écrire pour nous demander de nous autosaisir. Et donc certaines de nos autosaisines sont des autosaisines sur demande faite. Et puis il y a des autosaisines qui sont des autosaisines qui viennent des membres même du comité. Et les 2 exemples que je vous ai donnés sont des autosaisines qui sont nées à l'intérieur du comité. Et donc ces 3 formes de sollicitation, je dirais, se développent en parallèle avec des proportions relatives qui varient au cours du temps. Merci de ces précisions. Sur le fond, je crois qu'on comprend très bien. Mais moi, ce que j'ai noté, c'est que la dénomination de votre instance, c'est une autorité indépendante. Ce n'est pas une autorité administrative indépendante. Ce qui peut expliquer, d'ailleurs, je le dis pour nos collègues, la semaine dernière, Marc Guillaume, le secrétaire général du gouvernement, nous a dit clairement que les mandats étaient des mandats d'une durée, monsieur le rapporteur, je parle sous votre contrôle, assez longue et n'étaient pas renouvelables. Or là, on est en présence justement d'un mandat de votre présidence qui est de 2 ans, ce qui n'est pas très long, et qui est renouvelable. Voilà, mais pour l'ensemble des membres, c'est 4 ans renouvelables une fois. D'accord. Mais a priori, ça déroge au principe qui a été rappelé par le secrétaire général. Mais bon, vous êtes plus une autorité indépendante qu'une autorité administrative. Vous ne faites pas de rapport annuel. Si, nous faisons un rapport annuel, bien sûr. Que vous adressez à qui? Au président de la République, qui est public. En dehors de l'avis des avis que vous émettez. En dehors des un avis. rapport. Tout à fait, un rapport sur l'ensemble. Et là encore, dans un souci, je dirais, de réduction des dépenses, ce rapport a été édité à la documentation française qui a un coût significatif. Et donc, nous avons décidé d'en faire un rapport sur notre site, un rapport disponible sous forme web. Vous vous réunissez où, là, vos réunions? Alors, nous sommes en termes de locaux. Nos locaux sont situés donc au 35 rue Saint-Dominique, dans le 7e, dans les locaux des services du Premier ministre. Nous sommes d'ailleurs... C'est une mise à disposition. C'est une mise à disposition et moi, depuis que je suis membre du comité consultatif depuis 2005, j'ai connu 3 localisations différentes du comité. Il va y en avoir dans 2 ans une 4e puisque on va être regroupé à Ségur Fontenoy. Donc j'ai connu le comité rue Saint-Dominique, rue Saint-Georges, rue Saint-Dominique et je ne sais pas si je le connaîtrai dans sa dernière localisation. Donc si vous voulez, nous sommes, j'allais dire, nous ne planifions pas notre localisation, elle nous est proposée par les services du Premier ministre qui gèrent par ailleurs dans le cadre du programme 308 protection des droits et des libertés notre budget. Bon, et sur le budget, moi je suis membre de la commission des finances, alors c'est une question qui me... En fait, vous discutez vraiment votre budget chaque année? C'est vous qui faites des propositions ou... Alors on nous demande même de faire des propositions. Nous le discutons. Il y a au moins 2 réunions de copilotage présidées par le secrétaire général du gouvernement auxquelles nous sommes présents comme les autres participants au programme 308. D'accord. Très bien. Mes chers collègues, alors, Philippe Roy. Une question de Béotien, Monsieur le Président. Il semble que vous prononcez des avis sur demande ou par autosaisine sur des sujets bien bordés scientifiquement. Encore que, quand vous vous interrogez sur le changement climatique, vos données de base sont probablement pas complètement scientifiques. Êtes-vous conduit à réfléchir sur des avis, par exemple, concernant les OGM, dont on parle souvent et qui présenteraient peut-être un risque pour la santé humaine
ou pour la pollution génétique, on n'en sait rien. Des avis aussi sur les produits pharmaceutiques, et notamment sur les produits comme les génériques, les médicaments génériques dont on sait qu'ils ne sont pas des copies exactes pour différentes catégories de raisons, qui ne sont pas des copies exactes des médicaments qui ont fait leurs preuves et qui ont fait l'objet d'expérimentations. Donc je voulais savoir quel domaine, pour quelles raisons vous donnez un avis, et pourquoi, par exemple, enfin, à moins que ça n'ait été fait, pourquoi vous n'en avez pas donné sur les OGM ou les médicaments génériques, qui posent des vraies questions à l'opinion publique. Oui. Alors, encore une fois, si vous consultez la liste des 123 avis, vous verrez que les sujets sont extrêmement divers. Beaucoup de sujets sont, je dirais, dans le corps de ce qu'on considère habituellement comme des questions d'éthique biomédicale. Le premier avis du comité consultatif en 1984 portait sur la recherche sur l'embryon. Vous voyez que c'était assez en avance et c'était un sujet typique de l'éthique biomédicale. Mais nous avons, et donc il y a beaucoup d'avis sur la génétique, il y a beaucoup d'avis sur le début de la vie, il y a beaucoup d'avis sur l'embryon, sur l'assistance médicale à la procréation ou sur la fin de vie. Ce sont des questions assez classiques. Et puis il y a d'autres questions. Il y a des questions, il y a des avis sur le handicap, sur la situation des enfants et adultes atteints d'autisme en France. Il y a eu un avis sur la biométrie, qui a priori semble assez éloigné, mais en quoi l'utilisation pour des données d'identité, des papiers d'identité, de données biologiques pose des problèmes éthiques. Il y a eu un avis sur santé et médecine en prison. Quelles questions pose la prise en compte des questions de santé? Il y a eu un avis sur implication éthique des nanosciences et des nanotechnologies, à la fois dans le champ de la médecine, mais aussi dans le champ extra-médical. Quand vous parlez des OGM, c'est typiquement une des questions qui seront abordées dans un avis probablement qui touche à l'érosion de la biodiversité, puisque la question est de savoir en quoi les OGM contribuent, ou au contraire contribuent à la biodiversité, ou au contraire contribuent à l'érosion de la biodiversité. Les médicaments génériques, en tant que tels, ont été de mémoire abordés dans des avis du Comité consultatif national d'éthique qui ne concernaient pas les médicaments génériques dans nos pays, mais qui concernaient les relations santé et médecine entre les pays du Sud et les pays du Nord. Puisqu'à un certain moment, la grande question, indépendamment de l'accès je dirais de la réduction des dépenses publiques que les génériques peuvent apporter, était le fait que dans les pays du Sud, et ça concernait essentiellement le sida, mais ça ne concerne pas que le sida, tous les pays qui ne pouvaient pas payer les droits sur le brevet de retour sur investissement ne pouvaient pas disposer de ces médicaments. Et donc là, il y a eu toute une réflexion internationale sur le fait que l'accès au générique, quand un pays n'avait pas les moyens de payer les droits au brevet, était quelque chose qui répondait à une question vitale. Donc de mémoire, la question de l'utilisation des génériques dans nos pays et dans notre pays n'a pas pour l'instant été abordé, mais vous voyez bien que le champ est extrêmement large, que nous sommes contraints dans notre réflexion en partie, et c'est très bien, par les saisines que nous recevons, et que nous ne choisissons pas, et c'est la contribution que nous faisons à la réflexion collective, et que dans le champ de nos réflexions, je dirais, qui est hors des saisines, eh bien, le nombre de sujets que nous pouvons traiter est forcément limitatif. Et nous avons en ce moment d'ailleurs un certain nombre de sujets dont nous reparlons à titre régulier, en nous disant que ça devrait être des sujets importants, mais que nous n'avons pas le temps pour l'instant je dirais, d'élaborer, de creuser au fond. Parce que, comme vous le disiez, il y a la question des données scientifiques. Autant un comité consultatif d'éthique doit dépasser l'expertise, autant l'expertise est indispensable. Il y a les questions juridiques, il y a les questions épistémologiques, il y a les véritables problèmes éthiques. Et donc, quand nous creusons un sujet, je veux dire, ce sujet a de multiples dimensions et il y a une série de sujets que nous n'avons pas jusqu'à maintenant traités. Il me semble qu'en ce qui concerne les génériques, mais je dis peut-être des bêtises, je parle des génériques qui sont produits dans notre pays, la variation porte sur les excipients et pas sur la molécule thérapeutique. Et que donc un certain nombre d'interrogations qui se posent ne se posent pas sur le fait que la molécule active n'est pas la même, mais que les excipients qui l'accompagnent ne sont pas les mêmes et que ça peut avoir des effets
bénéfiques ou non bénéfiques, indépendamment de la molécule thérapeutique elle-même. C'est-à-dire la voie d'administration, les modalités d'administration, ce qu'on met pour faciliter l'administration n'est pas forcément identique. Et c'est une question, comment est-ce que je peux dire, c'est une question très générale qui est dans une molécule active qui est un médicament. Quelle est la part qui n'est pas proprement le médicament, qui est importante ou qui n'est pas importante? Sur ce thème, mais on ne va pas s'apesantir sur le problème des génériques, mais je n'ai pas du tout la conviction que ça ne porte que sur les excipients et les interactions entre excipients et molécules princeps. Je suis presque convaincu, et ça reste à démontrer, mais presque convaincu, et à partir d'exemples concrets, que la molécule princeps n'est pas automatiquement, obligatoirement, la molécule qu'on a expérimentée, qui a fait l'objet de toutes les recherches. Mais ceci c'est un détail technique. Il semble que vous jouissez d'une grande liberté, en fait, dans vos autosaisines, et que ces libertés, c'est une question, il n'y a pas de malice, mais en définitive, le choix de vos autosaisines semble dépendre un peu de la sensibilité, des sensibilités scientifiques, éthiques, philosophiques de vos membres. Bien sûr, je veux dire, c'est laissé un peu au libre choix, oui. Par définition, les autosaisines sont les questions éthiques à tort ou à raison. Le comité, c'est pas les membres, parce que les membres proposent, mais le comité, dans sa formation plénière, considère à un moment donné comme suffisamment importante pour conduire à l'élaboration d'un avis. Donc c'est évidemment, je dirais, contingent à la fois de la période et de la composition à un moment donné du comité. Mais je crois que quand on regarde ce qui est intéressant, moi ce que je fais souvent, c'est regarder le passé, parce que j'ai oublié de vous dire que le comité est renouvelé par moitié tous les 2 ans. Et donc, ce qui je crois est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a toujours une mémoire qui persiste, et en même temps un renouvellement constant, parce que moitié par tous les 2 ans, c'est quand même quelque chose qui bouge. Et lorsqu'on regarde sur la durée des comités dont les membres sont totalement différents, on s'aperçoit, non pas peut-être tant dans les conclusions quand il y en a, que dans la façon d'élaborer le questionnement, il y a une très grande continuité. Et lorsque nous avons élaboré, nous étions rapporteurs, Alain Cordier et moi à l'époque, un avis sur l'embryon, nous nous sommes aperçus que c'était avant la révision de la loi de bioéthique de 2011, nous sommes aperçus que c'était, si ma mémoire est bonne, le 7e avis sur ce sujet, après l'avis numéro 1 du comité. Et nous avons trouvé une très grande cohérence, indépendamment des variations, dans la façon de poser les questions, dans la façon de s'interroger. Et donc je crois qu'il y a à la fois de la diversité qui est due à ce renouvellement, qui est due au fait que les connaissances changent et l'époque change, mais il y a peut-être une culture qui s'est instituée, même si elle est implicite et inconsciente dans le CCNE, qui fait que nous prenons en compte la manière dont nos prédécesseurs se sont questionnés pour essayer d'y apporter quelque chose de nouveau. Mais je dirais qu'on s'interroge. Et donc, les sujets des autosaisines varient, mais je crois que la façon de les aborder, il y a une certaine... Il y a une certaine familiarité. Un dernier mot sur les génériques. Ce que vous dites, encore une fois, en ce qui concerne les molécules actives, je parle des médicaments. Je ne parle pas de tout ce qui est produit non fondé sur une molécule active. Je pense que, alors après, je pense que ce sont les mêmes parce que vous savez que beaucoup de médicaments sont élaborés par des laboratoires différents et que c'est pas parce qu'ils sont élaborés par des laboratoires différents, voire dans des pays différents, que le principe actif n'est pas le même. Donc quand vous avez un médicament qui est élaboré par synthèse, la molécule est la même. Par contre, l'excipient, la façon dont il est emballé n'est pas la même. Pour les produits qui ne sont pas des médicaments fondés sur une structure chimique bien nette, là vous avez toute une série de variations. Jean-Yves Colombard. Oui, Monsieur le Président, je voudrais revenir un peu sur cette notion d'indépendance. Bon, elle tient à votre indépendance, elle tient à la modestie de votre budget, déjà, mais je pense aussi à la composition extrêmement diverse de votre comité. Je suppose qu'il doit y avoir des oppositions. Donc ma question c'est comment gérez-vous ces oppositions?
Opposition, bien sûr, sur les réponses à donner, mais opposition, je crois, encore plus fondamentale sur la façon de poser les problèmes. Parce qu'à partir du moment où on pose un problème, en général, on a déjà la réponse. Deuxième point qui me paraît, enfin, que j'aimerais que vous nous aidiez à éclairer, c'est vos rapports, enfin, le dosage entre l'opinion publique, parce que vous n'êtes pas indépendant de l'opinion publique, et j'ai même compris qu'à un certain moment, vous nous disiez, notamment dans l'organisation du débat public, votre idée c'est des accoucheurs de l'opinion publique, enfin disons lui permettre de voir un peu tous les aspects de ce qu'il pense. Et puis le côté des spécialistes, des techniciens, avec aussi quand même une tendance à penser de plus en plus que ce qui est possible doit être licite un jour. Donc là je crois qu'il y a une tension. Et puis l'opinion publique n'a pas forcément raison, enfin en absolu en tout cas. Donc comment vous articulez tout ça? Et puis plus simplement, vous devez quand même, je pense avec une certaine délicatesse, mettre l'objet de pression de groupes animés par certaines valeurs, certaines idéologies, etc. Et c'est pas parce que, en général, ils restent pas les deux pieds dans le même sabot. Et ensuite aussi, les intérêts économiques, parce que tout avis qu'on donnera sur telle possibilité, quelque part, c'est du cash à la sortie. Donc comment vous arrivez à gérer cet ensemble de contradictions, étant entendu, enfin en tout cas pour moi, que c'est précisément parce qu'il y a ces contradictions que vous pouvez être indépendant. Merci beaucoup. Alors d'abord, quand je viens à votre première question, l'élaboration. Déjà, de par la composition du comité, je dirais c'est ce qui fait son originalité et sa force, le premier cheminement est d'élaborer un langage commun. Ce que disent sur un problème particulier, problème médical par exemple, les biologistes et les médecins, est au départ difficilement compréhensible par les juristes, les philosophes. Nous avons un mathématicien nommé par l'Académie des sciences et par d'autres. Ce que disent les juristes à propos d'un problème est difficilement compréhensible a priori parfois par les médecins, par les biologistes, par les philosophes. Et donc la première étape, c'est déjà, je dirais qu'elle est presque épistémologique, c'est de quoi parlons-nous à partir de ces points de vue qui sont très différents parce qu'ils viennent de pratiques professionnelles, de cultures différentes. Et donc il y a déjà, je dirais, une ouverture de la question qui est de la poser en plusieurs langues, mais en plusieurs langues compréhensibles par tous. Le deuxième, c'est que nous ne sommes pas, et depuis le début, nous avons pensé qu'être condamné au consensus, c'est être condamné au plus petit dénominateur commun. Et donc, depuis le début, il y a l'idée, comme dans d'autres institutions, comme à la Cour suprême aux États-Unis, mais dans beaucoup d'autres institutions, le fait que si en arrivant tout à la fin de l'élaboration de la réflexion, du questionnement, voire des recommandations, certains membres considèrent qu'on aurait pu cheminer sur un questionnement différent, qu'on aurait pu faire des recommandations différentes, eh bien, ils écrivent une opinion minoritaire. Et ces opinions minoritaires peuvent être une opinion minoritaire de plusieurs membres, une opinion minoritaire d'un seul membre, voire ça s'est produit 4 opinions minoritaires de 4 membres différents qui chacun voit une autre façon, soit de poser la question, soit de préparer une réponse. J'ai fait le travail de regarder depuis la création du comité, quelle était la proportion d'avis, de nos avis sans opinion minoritaire et avec. En moyenne, évidemment ça n'est qu'une moyenne, ça ne se passe pas régulièrement, un tiers de nos avis, depuis 32 ans, comportent une ou des opinions minoritaires. 2 tiers de nos avis ne comportent pas d'opinion minoritaire, donc ont été implicitement approuvés par tous. Ce que nous faisons d'habitude, ce que je fais en tout cas depuis que j'ai pris la présidence, c'est que nous ne votons pas. L'idée n'est pas d'une représentativité, nous ne sommes pas des élus. Notre force, c'est d'avoir des regards divers, mais nous ne sommes pas représentatifs. Et donc, lorsque nous voyons que nous sommes arrivés à un certain point et que certains pensent que ce n'est pas là qu'on aurait dû arriver ou c'est pas comme ça qu'il aurait fallu cheminer, eh bien, les opinions minoritaires se déclarent spontanément et puis on considère qu'il y a donc un avis qui inclut
des opinions minoritaires. Ce qui est important aussi à mon sens, c'est que les opinions minoritaires font partie de la vie. Parce que quand il y a des opinions minoritaires, le message à la société, aux législateurs, au pouvoir exécutif, c'est que pour le comité, indépendamment du pourcentage, il y a au moins 2 façons d'aborder le problème. Et donc c'est un enseignement de plus. Lorsque le comité pense à tort ou à raison qu'il n'y a qu'une façon privilégiée de l'aborder, c'est aussi un message, pour autant qu'il soit utile. Donc cette idée qu'on peut cheminer ensemble jusqu'au bout, sans se cabrer dès le départ, parce qu'on se dit qu'on va être condamné à partager ce qui est en train d'émerger et de s'élaborer, je crois, donne une ouverture à l'élaboration et permet à chacun d'essayer de participer à l'élaboration commune sans avoir peur de s'y sentir prisonnier, puisqu'on ne sait jamais, le plus souvent, vers où cette réflexion collective transdisciplinaire va nous conduire. Je dirais même que les avis les plus intéressants élaborés par le comité sont ceux où, lorsque nous arrivons au terme, eh bien, là où nous sommes arrivés, c'est différent de ce que chacun pensait au départ. Parfois, nous arrivons à un terme qui correspond à ce qu'une partie pensait au départ. Mais parfois, quand c'est vraiment intéressant, nous arrivons à ce qui est différent de ce que chacun pensait au départ. Et là, nous avons l'impression d'avoir vraiment fait œuvre originale, puisque nous avons fait émerger quelque chose de nouveau par rapport aux opinions que nous avions au départ. Donc ça, c'est pour le problème de la contradiction. Et je dirais que chaque fois que nous abordons une question, la contradiction, à mon sens, est saine, parce que la contradiction, au début au moins, montre que le problème n'est pas univoque, montre qu'il y a vraiment une tension, qu'il y a vraiment un problème, qu'il n'y a pas une solution évidente a priori. Et donc ça permet l'élaboration, ça aide à l'élaboration de l'avis. Le possible qui doit être licite, parce que c'est possible, hein, le fait que, heureusement, tout ce qui est possible n'est pas souhaitable et que notre rôle est de nous interroger sur le souhaitable dans le souci du respect des droits fondamentaux de chaque personne et non pas de nous interroger simplement sur ce qui est possible. Je dirais que nos réunions fréquentes avec nos collègues des comités d'éthique d'autres pays nous rappellent en permanence qu'il y a plusieurs façons d'envisager le souhaitable à partir du possible. Et donc ça, je dirais que ça souligne encore plus les différentes façons d'aborder le possible. Et lorsque nous nous réunissons et que nous discutons de la fin de vie, du début de la vie, de l'assistance médicale à la procréation, de la gestation pour autrui, nous apercevons encore une fois que, suivant les façons de questionner, suivant les traditions, suivant la culture, ce possible, eh bien, n'est pas abordé de la même façon. Donc je crois que ces réunions internationales nous ouvrent non pas sur le fait que le comité d'emblée prend comme une évidence que le possible n'est pas souhaitable sous prétexte qu'il est possible, mais sur la diversité des façons d'envisager ces différentes formes. Lorsque vous parliez des groupes de pression, nous sommes indépendants, donc nous écoutons, nous réfléchissons et nous élaborons une réflexion. Nous auditionnons donc tous les groupes de pression ou toutes les personnes qui expriment une vision différente, nous les écoutons, nous les entendons. Mais, encore une fois, nous ne penchons pas d'un côté ou d'un autre de la réflexion en fonction de ce qui se dit dans la société. Donc, notre idée, c'est de rendre service à la société, y compris quand la société ne nous écoute pas. Ça n'est pas d'être populaire. Et quand vous regardez les avis depuis 32 ans du CCNE, c'est très frappant. Il y a beaucoup d'avis qui non seulement ont été acceptés par la société, mais qui ont été transcrits presque immédiatement par le législateur dans la loi. Ce qui parfois pose à mon sens un problème. Parce qu'encore une fois, je pense que notre mission n'est pas de nous substituer à la réflexion, mais d'aider à son développement. Donc je pense qu'il est bon qu'il y ait un délai entre la délibération consultative et collective et les choix qui sont faits. Il y a d'autres fois où les avis du comité ont entraîné des réponses très négatives, que ça soit de la société ou que ça soit du législateur, et c'est tout à fait normal, nous sommes consultatifs. Il y a même des fois, et je pense que c'est symptomatique, où des avis du CCNE n'ont entraîné aucune réaction, au point qu'on aurait pu croire que le CCNE n'a pas fait d'avis. Ces 2 cas, parce qu'en général, il y a une réaction, qu'elle soit favorable, intéressée, défavorable, ou qu'elle soit considérée comme très utile. C'est lorsque le CCNE s'est étonné, peu de temps après le vote de la loi Hurier-Céruscla, qui imposait pour les recherches biomédicales
auquel on demandait à des personnes de participer, qu'il y ait un comité qu'on appelle dans la plupart des pays un comité d'éthique de la recherche, qu'on appelle en France un comité de protection des personnes, qui examine si les termes de la participation, de la demande de participation à la recherche, respectent les personnes et sont équitables. Le comité a noté, c'était au début des années 90, que c'était le cas pour les recherches menées par les institutions françaises en France, mais que ce n'était pas le cas lorsque la même institution française de recherche menait une recherche dans un pays du Sud qui pouvait être dépourvu de comité d'éthique. Et donc il s'est étonné que le respect de la personne soit à configuration variable, suivant que la personne appartenait au pays ou que la personne était d'un pays du Sud. Aucune réaction. Quelques années plus tard, au début des années 2000, avait un nouvel avis sur les santé et médecine nord-sud, et le comité réitère cette demande. Aucune réaction. Et lorsque, lors d'une audition avant la révision de la loi de bioéthique de 2011, j'ai souligné qu'il nous paraissait intéressant au comité que peut-être dans la loi relative à la bioéthique, il y ait au moins un point qui mentionne une préoccupation éthique pour des personnes qui ne sont pas en France, mais que nos activités touchent. Je dirais, il n'y a pas eu de traduction non plus. Donc, suivant les cas, et moi le cas le plus frappant, c'est celui que je vous cite, c'est l'absence de réaction. Hein. Mais suivant les cas, les réactions sont très diverses. Et lorsqu'on nous a demandé, il y a quelques années, ce qui pour un comité consultatif national d'éthique est complexe et parfois même un peu étrange, d'élaborer des indices de performance, il était évident pour nous que le fait que des avis du comité soient transcrits dans la loi ou ne soient pas transcrits dans la loi ne pouvait absolument pas être un indice de performance, puisque notre rôle est d'aider à la réflexion, et pas du tout, encore une fois, de considérer comme un succès ou comme un échec que ce que nous avons apporté comme réflexion soit traduit dans la réalité. Donc je pense que c'est ça notre relation. C'est à la fois, elle est complexe, c'est d'écouter la société, c'est d'entendre ce qui se dit, c'est d'entendre les préoccupations, les problèmes, et nous l'avons énormément fait en ce qui concerne le débat sur la fin de vie, où nous avons essayé justement d'entendre quelles étaient les plaintes, quelles étaient les questions, quelles étaient les suggestions, mais de réfléchir et d'élaborer une réflexion qui sera, à notre sens, d'autant plus utile à la société qu'elle est indépendante, a priori, des attentes de la société. C'est-à-dire nous aidons la société à réfléchir, et pas forcément en lui disant ce qu'elle a envie d'entendre ou ce qu'elle pense qu'elle a envie d'entendre. Donc c'est une forme d'offre. Et je dirais que peut-être que le service rendu est le plus grand quand ce que nous apportons comme aide à la réflexion est justement ce qui n'était pas perçu, ou ce qui n'était pas compris, ou ce qui n'était pas attendu. Michel Delebarre, donne la parole. Monsieur le Président, vous avez répondu à une question que je me posais, qui était sur la reconnaissance des avis de minorité. Mais vous avez été clair sur ce point. À vous entendre, c'est bien d'ailleurs, ça fonctionne bien, votre comité. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter de plus? C'est-à-dire, est-ce que comme président de ce comité, vous avez des envies? Est-ce que vous vous dites, si j'avais ou la liberté ou la possibilité, je ferais ceci ou cela, nous irions plus vite, nous fonctionnerions de façon différente. Est-ce que vous avez là un désir quelconque? C'est peut-être le moment de le dire. Et puis dans votre intervention au début, mais c'est pour ma connaissance personnelle. Au moment où vous évoquez la concertation sur les avis sur la fin de vie, j'ai cru comprendre que vous aviez parlé d'espaces régionaux de fin de vie. Sincèrement, je ne sais pas ce que c'est. Non, j'ai parlé d'espaces régionaux de réflexion éthique. Vous savez, comme celui qui existe à la PHP depuis 1995, qui existe depuis longtemps à Marseille, et qui ont été créés, c'était d'ailleurs une demande du Comité consultatif national d'éthique depuis de longues années, de créer au niveau régional des instances éthiques qui puissent participer à la réflexion de la région à une échelle qui complémente. Et qui travaillent en liaison avec vous. Alors qui travaillent en liaison totalement informelle avec nous, D'accord. Sans aucune hiérarchie, et qui ont été créés très récemment
Et donc actuellement, la plupart des régions, pas encore toutes, parce qu'il faut avoir les conditions de les élaborer, possèdent un espace de réflexion éthique. Et lorsque donc nous avons organisé cette conférence de citoyens, il y avait eu le rapport, il y avait eu la commission de SICAR qui avait organisé des débats citoyens dans une dizaine de villes. Mais nous nous sommes dit, il faut ajouter une dimension d'états généraux. Donc demandons, je les ai rencontrés lors d'une réunion où ils étaient tous présents au ministère, et je leur ai dit, nous considérerions utile dans le cadre de ce débat public, si vous le souhaitez encore une fois, parce qu'il n'y a aucun lien hiérarchique, et selon les modalités que vous considérez comme les plus utiles, que vous animiez dans votre région des réflexions qui participeront. Et nous avons inclus ces réflexions dans notre rapport sur le débat public en France. Donc c'était ces espaces de réflexion, dont une des missions d'ailleurs, depuis qu'ils ont été créés, est d'animer la réflexion éthique dans leur région. D'accord. Alors, des souhaits, j'en ai sans doute beaucoup, mais un souhait alors qui est très général, c'est peut-être que les institutions qui nomment les membres du comité aient une conscience de l'importance de la diversité de ces regards. Et donc je me rappelle que lors de mon audition à l'Assemblée et au Sénat qui a précédé ma nomination, j'avais dit que, par exemple, ce qui nous semble manquer, c'est un certain nombre de disciplines. Souvent, dans le passé, il y en a eu, mais un ou des économistes, parce que nous considérons, enfin je pense que l'économie est un élément important de la réflexion éthique, et que souvent nous avons tendance à le considérer comme une contrainte externe, parce que nous avons du mal à la penser de l'intérieur. D'avoir peut-être des membres européens francophones pour que la réflexion éthique en France ne soit pas uniquement une affaire française. Donc sur ce plan-là, il y a eu une réponse, puisque nous avons un membre maintenant qui est un psychanalyste psychiatre suisse de Genève. Donc nous avons pour la première fois un membre francophone à l'intérieur du comité. Des personnes qui appartiennent à des associations de malades ou de personnes handicapées. Ça n'est pas encore une fois dans les critères qui ont été retenus par le législateur, mais je pense qu'il est bon que les institutions, certaines des institutions, se disent que ces éléments font partie de la diversité. L'anthropologie est une discipline qui est importante dans la réflexion du comité. Donc c'est surtout l'idée que au fond, les différentes institutions qui sont très variées et nombreuses pensent non seulement à la qualité des personnes qui est essentielle, à leur intérêt pour le questionnement, pour l'écoute réciproque, mais pensent à des regards qui peuvent être contributifs. Si j'allais même un peu plus loin, je pense que un artiste au CCNE, un peintre, un écrivain, serait quelque chose qui, sans doute, sur le plan de la sensibilité dans le regard, apporterait. Donc c'est peut-être ça, que dans la pérennité du comité, sur le long terme, il y ait cette idée qu'une de nos forces, c'est cette diversité, qui, je dirais, rend, et c'est encore une fois, une des qualités éventuelle du CCNE, qui à mon sens est la majeure, rendent imprévisible l'évolution de la réflexion. Parce qu'au fond, plus les regards sont divers et plus on peut penser qu'on va élaborer quelque chose de vraiment original. Et la conférence de citoyens sur ce plan m'a beaucoup apporté. L'idée que des citoyens tirés au sort sur des critères qui représentent la diversité française, mais eux ne sont pas représentatifs parce qu'ils sont une vingtaine, mais en termes d'âge, de localisation, de profession, de niveau d'études, le sont. Que ces personnes qui, a priori, quand ils arrivent, ont ou n'ont pas d'opinion sur le sujet qui était de la fin de vie, à partir du moment où ils se réunissent, où ils ont la possibilité de dialoguer avec des personnes que nous leur proposons, puis nous leur avons dit, une fois que vous aurez écouté les 10 personnes que nous vous proposons, choisissez vous-même les 10 personnes suivantes. Ce phénomène d'appropriation entraîne, je dirais, une originalité de la réflexion qui, à titre consultatif, me paraît montrer comment le croisement des regards, indépendamment de la transdisciplinarité, simplement le fait que des personnes différentes se réunissent et réfléchissent ensemble, donne de l'importance à ces réflexions. Juste un point peut-être, parce que et c'est peut-être le rôle, 2 points peut-être sur le rôle du CCNE à long terme. Le premier, c'est qu'il me semble que dans notre société, le débat qui précède
des décisions est vu comme l'affrontement d'idées préétablies. Et puis on choisit. Et cette idée que le croisement des regards permet éventuellement l'émergence d'une nouvelle opinion qui apporte quelque chose de plus que celles qui sont préétablies n'est pas très ancrée dans notre mode de fonctionnement démocratique. Le deuxième qui me frappe, c'est que on a considéré depuis très longtemps, et puisque ça date du procès des médecins nazis à Nuremberg en 1947, je dirais l'élaboration de ces grandes règles d'éthique biomédicale moderne, on a considéré que le fait de dépasser l'expertise, donc d'avoir un regard transdisciplinaire ouvert, était essentiel quand la biologie et la médecine ne se souciaient pas de procédures techniques, mais du respect des droits de la personne. Pourtant, la médecine est une activité qui, par vocation, vise au bien de la personne. Et même là, on dit, au fond, ça n'est légitime que si on a des regards qui dépassent le regard du médecin et qui permet d'appréhender la personne dans son ensemble. Ce qui me frappe, c'est que si on a eu raison de faire ça maintenant au niveau international, en France, au départ, dans le domaine de l'éthique biomédicale, pourquoi est-ce que dans d'autres domaines, qui sont les grandes décisions économiques, qui sont les décisions, vous parliez des OGM, qui sont les décisions sur le nucléaire, considère-t-on que le plus important, c'est l'avis des experts et qu'ensuite on choisit? Et pourquoi est-ce qu'on considère que ce qui a été considéré comme indispensable quand il s'agit de biologie et de médecine ne devrait pas l'être dans d'autres domaines? C'est-à-dire au fond que une réunion d'experts économistes bénéficierait, quand les questions sont vraiment des questions qui peuvent avoir un impact sur de la présence qui a priori paraît farfelue, de philosophes, d'anthropologues, de juristes, de sociologues. Et donc je crois qu'il y a une véritable question à terme, c'est est-ce que le comité consultatif national d'éthique est une exception dans la manière dont la société attend une aide à la réflexion, parce que dans les autres domaines, ce qu'elle attend, c'est une aide de type expertise, ou est-ce qu'à terme, le CCNE n'est pas l'exemple de ce qu'il conviendrait peut-être d'étendre et ne soit pas une exception biomédicale. Donc dans notre mode de fonctionnement, ce qui m'intéresse, c'est en quoi nous représentons éventuellement, je dirais, une façon d'animer la réflexion démocratique, à condition qu'elle ne soit pas considérée comme indispensable juste dans le champ de la biomédecine. Vous aviez dit cela d'ailleurs devant la Commission des affaires sociales en décembre dernier. Et vous aviez même rajouté, là vous ne l'avez pas dit me semble-t-il, que les femmes étaient minoritaires dans le CCNE. Donc je le rappelle aussi. Alors en vous fait, dites qu'il faut qu'il y ait je ne suis pas très féministe, mais quand même. Alors le premier point, c'est si je le répète devant le Parlement, c'est parce que je pense que le législateur peut avoir une réflexion dans ce domaine qui est importante. En ce qui concerne la parité, je pense que les questions seront réglées par la nouvelle ordonnance sur la parité. Mais j'ai été surpris parce que j'avais dit ça sur une impression. En fait, en comptant, bien sûr, il n'y a pas la parité, mais la disparité dans la parité est moins importante que je le pensais. Il y a 17 femmes et 23 hommes. Ah oui, c'est pas si dramatique. Et si on accepte les personnes nommées pour leur appartenance aux principales familles philosophiques et spirituelles, qui ont eu tendance à être majoritairement des hommes, on est quasiment à la parité sur les membres restants. Donc, on peut encore faire un effort, mais je reviens un peu en arrière sur ce que je disais. Avant de donner la parole au rapporteur pour Roger, il faut donner la parole à M. Touraine qui l'a demandé. Oui, je ne sais pas bien comment formuler la question. Par conséquent, j'imagine que vous aurez quelques difficultés à exprimer la réponse. La première question, c'est, au fond, les sollicitations dont vous êtes l'objet émanent d'un certain nombre d'organismes et je suppose que certaines sont plus impératives que d'autres. Quelles sont les exigences dont vous êtes l'objet? Quelles sont les commandes que vous êtes obligé d'honorer et celles sur lesquelles vous avez la faculté de choisir, d'accepter ou de rejeter ou de différer? Deuxième question, lorsque, j'imagine que ça n'arrive pas, mais si ça arrivait, alors que vous devez être saisi de tout projet de loi qui concerne la bioéthique, qu'est-ce qui se passerait si vous ne l'étiez pas? Est-ce que ça remettrait en cause la loi elle-même parce que la procédure n'a pas été respectée? Je sais bien que je vous demande un travail d'imagination parce que ça n'a pas dû se produire. Ensuite, que deviennent les avis que vous avez formulés? Quelle forme ils prennent lorsque vous les avez exprimés? Est-ce que c'est suivi des faits ou pas? Et puis enfin,
c'est là que la question est difficile parce que je sens bien qu'il y a dans ma tête des choses un peu nébuleuses, parce que je vois bien qu'il y a nécessité dans les réflexions qui sont les vôtres, dans les avis qui vous sont demandés, d'une conjugaison presque totale entre la maîtrise scientifique, entre la connaissance de la société, la sociologie, avec les réactions humaines, les dérives, les perversions que ça peut supposer, et puis enfin la nécessité de savoir lire dans le marc de café ou dans la boule de cristal, parce que autant vous êtes sans doute à vous tous capables de maîtriser l'ensemble des connaissances techniques à un moment donné, des connaissances scientifiques, vraisemblablement ça devient difficile lorsque on essaie d'imaginer l'imaginable, ce que la société ou certains vont en faire. Et alors comment est-ce que vous procédez pour essayer de pallier les risques éventuels? Est-ce que vous avez des méthodes particulières pour ce faire? Alors, si je reprends votre première question, nous essayons de traiter les saisines, je dirais, de la meilleure façon que nous pouvons, et nous espérons qu'un nombre excessif de saisines différentes n'arriveront pas au même moment. Donc nous essayons de les traiter. Je dirais qu'il y a à la fois la priorité du calendrier qui nous a été demandé, et il y a aussi le temps nécessaire pour arriver à une élaboration qui nous paraît satisfaisante. Encore une fois, rendre dans les temps quelque chose que nous considérons comme non utile, nous ne le faisons pas. Ce qui fait que souvent, même dans des saisines, nous dépassons le délai. Le but, c'est d'aider, et c'est pas spécialement de respecter le délai. Alors, il y a toujours une priorité évidente entre des saisines et des autosaisines. Pour une raison simple. Si on est saisi, c'est que le Parlement, le gouvernement, une institution considère qu'il y a urgence, et donc nous essayons d'apporter un éclairage dans la réflexion. Nos autosaisines, eh bien, nous considérons que c'est une question qui est importante, mais qui passe après les saisines. Nous répondons aux saisines. Je dirais que le seul cas, je ne sais pas si c'est produit, où nous dirions que nous ne répondons pas, c'est si nous considérerions que c'est hors du champ de compétences du comité. Mais si c'est dans le champ de compétences des comités et que c'est une saisine, eh bien, nous la traitons. Suivi des faits, c'est ce que je disais. Si vous regardez l'ensemble des avis, certains ont été suivis des faits immédiats ou à terme favorables. D'autres n'ont pas été suivis des faits, et certains ont été suivis des faits à une distance considérable. Un exemple, parce qu'il est tout à fait caractéristique. Je vous disais que l'avis numéro 1 du comité d'éthique en 84, qui a été suivi par plusieurs autres avis, recommandait, avant la première loi de la bioéthique, relative à la bioéthique de 94, une autorisation des recherches sur l'embryon et les cellules embryonnaires, en raison d'un raisonnement éthique qui était assez simple, c'est que si l'embryon est détruit pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la recherche, mais qui ont à voir avec la médecine, il n'y a plus de couple, il n'y a plus de demande d'enfants, etc., eh bien, il n'y a pas de raison. Ça poserait un problème éthique de ne pas tirer des connaissances en termes de recherche à partir d'un acte qu'on a décidé, dont on a décidé qu'il était acceptable, puisqu'on le fait. Eh bien, ce raisonnement, bien qu'il ait été développé de manière différente, n'a pas changé pendant des années au comité, mais ça ne fait qu'un an et demi de mémoire que le Parlement a adopté une loi qui va dans ce sens. Donc on pourrait dire c'est efficace. Je veux dire, on est consultatif, hein, parce que le législateur a pensé que la façon de raisonner du comité était bonne. On peut dire c'est totalement inefficace, puisqu'il a fallu 30 ans pour que ce que le rapporteur veut réagir. Voilà. Donc si vous voulez, je pense que c'est pas comme ça qu'on peut juger de l'utilité du comité. Je pense qu'on peut juger de l'utilité du comité si un de ses avis dans un domaine a permis d'enrichir la réflexion, de faire émerger des questions nouvelles, de s'apercevoir de la complexité de problèmes qu'on n'avait pas vus et de trouver une solution qui aurait peut-être été différente en termes de connaissance des implications s'il n'y avait pas eu d'avis du comité. Donc c'est en ça, pour moi, je dirais, si nous rendons un service, c'est d'avoir pu donner des éléments qui ont aidé à réfléchir et à prendre la décision. C'est en ça que je considère que nous sommes utiles. Si nous disons, et ça arrive parfois, parce qu'il y a des choses qui nous semblent évidentes, des choses que tout le monde pense et dont on aurait tenu compte, y compris si on n'avait pas rendu d'avis, c'est pas pour ça qu'il fallait pas le faire, mais c'est sans doute la contribution minimale
que le comité peut apporter. Hein. Allez, C'est vraiment d'ouvrir. Alors, boule de cristal. Il n'y a pas de boule de cristal. Donc, tout ce qu'on peut, c'est s'appuyer sur le passé pour essayer de se projeter dans l'avenir. Le comité le fait. Le comité est parfois frappé, il a écrit, qu'on pense au problème quand le problème se pose et qu'il y a une espèce d'indifférence à se poser un problème dont on voit qu'il va peut-être arriver dans quelques années. Mais comme il n'est pas encore là, on se dit que c'est pas la peine. Un exemple, dans un avis qui était rendu, si ma mémoire est bonne, en 2007, et qui portait sur un test génétique néonatal très particulier, nous avons écrit que bientôt les questions sur lesquelles on était saisi de faut-il ou pas pratiquer ce test génétique particulier seraient obsolètes parce que le séquençage total du génome ferait que c'est en termes de séquençage qu'on se poserait les questions et que donc toutes les dispositions que le législateur a prévues sur le conseil génétique, le consentement libre et informé, est-ce que vous souhaitez vraiment, est-ce que vous avez compris l'implication de la recherche de telles séquences génétiques, s'effaceraient devant le fait que, devant une question, on vous présenterait l'ADN entier et que vous ne pouvez évidemment pas avoir réfléchi aux conséquences. La situation type, c'est on a fait ce test génétique et on est content de vous dire que l'anomalie génétique liée à une maladie qu'on craignait n'est pas là, mais on en a 3 autres, dont évidemment on n'a pas parlé, puisqu'on ne pouvait pas savoir qu'on allait détecter. Donc ça, on l'a dit, il y a 7 ans, 8 ans. Il est temps de réfléchir à ce qui techniquement, aujourd'hui encore, n'est pas disponible parce que c'est très cher, mais qui vraisemblablement va devenir de la routine. On y est aujourd'hui. Donc on essaye de faire ça. Lorsque nous avons réfléchi dans le dernier avis sur la recherche sur l'embryon, où nous avons décidé, Alain Cordier et moi et l'ensemble du comité ensuite, qu'au fond il n'était pas nécessaire, il n'était même pas utile de faire des recommandations, puisque le comité avait déjà fait 6 avis dans lesquels il recommandait la recherche, et qu'il était peut-être plus utile pour la société que nous présentions les problèmes, la complexité, les contradictions, pour qu'encore une fois, en connaissance de cause, on puisse appréhender la complexité des problèmes, plutôt que de recommander, de faire ceci et cela. Nous avons écrit dans cet avis, qui a maintenant 4 ans de mémoire ou 5 ans, que peut-être qu'un des problèmes éthiques majeurs qui se poserait à terme n'est pas celui de l'utilisation des cellules embryonnaires pour la recherche, mais celui de ce qu'on croyait être la solution au problème éthique, qui est de dériver des cellules souches de type embryonnaire à partir de cellules de la peau, ce qu'on appelle les cellules pluripotentes induites, parce qu'on pouvait fabriquer des ovocytes et des spermatozoïdes théoriquement, on va pas rentrer dans le voilà, détail, à partir même si de c'est ces très cellules, intéressant. et que donc on allait peut-être concevoir un embryon à partir de cellules de la peau, et que ça posait peut-être des problèmes éthiques à terme beaucoup plus importants que l'étude des... Et donc, pardonnez-moi, mais voilà, on arrive au bout de l'audition et on ne peut pas rentrer dans ces détails. Moi, je voudrais que fort des questions qui ont été posées, des réponses qui ont été apportées, notre rapporteur puisse reprendre la parole et voilà. Mais on l'a compris. Voilà, nous essayons de faire une prospective qui compris, souligne non seulement les problèmes d'aujourd'hui, mais ce que pourraient être les problèmes de demain, avant qu'ils ne se posent. Voilà. Jacques Mézard, notre rapporteur. Merci Madame la Présidente. Mes observations conclusives seront aussi des questions. D'abord, je crois que l'intérêt de ces échanges, c'est que ça nous ramène tous à beaucoup d'humilité. Pour nous, ça on a l'habitude, surtout par les temps qui courent, mais Monsieur le Professeur, Monsieur le Président aussi pour vous. Parce que vous voyez, vous avez parlé des recherches sur les cellules souches embryonnaires. C'est une proposition de loi que j'ai déposée, qui a été votée par le Sénat avec un certain nombre d'oppositions, mais ça a été voté très majoritairement et ensuite repris par mon groupe à l'Assemblée nationale. Je suis désolé de vous dire que vos avis n'y ont été strictement pour rien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inutiles. Mais il faut aussi que vous l'entendiez. Que je l'ai fait parce que j'étais convaincu que c'était une nécessité et qu'une loi de bioéthique interdisant la recherche sur les cellules souches embryonnaires n'était pas quand même quelque chose de très positif pour notre République. Hein, mais c'est pas vos avis qui y ont contribué. Je vous le dis. Et nous avons tellement d'avis, tellement de comités, de hautes autorités, de moyennes autorités, qu'il est difficile pour le législateur
d'absorber tous ces avis, d'ailleurs dont certains ne nous sont jamais envoyés, et on nous dit gentiment, vous n'avez qu'à aller consulter sur le site. Bon, comme déjà on va auditionner 42 autorités administratives indépendantes, s'il faut que chaque parlementaire épluche les sites internet de chacune de ces brillantes hautes autorités, ça va être quand même assez compliqué. Mais c'est pas pour vous saper le moral que je vous dis ça. C'est une réalité. Bon. Vous nous dites aussi, et moi je n'ai aucun doute là-dessus, tant que des hommes et des femmes d'une qualité telle que celles et ceux qui ont formé ce comité depuis le professeur Jean Bernard y seront, je n'ai pas d'inquiétude sur l'indépendance, même si vous êtes logé par le Premier ministre et que votre budget dépend du Premier ministre. Ça me terrorise pas. Par contre, vous avez parlé des citoyens, des assemblées de citoyens, je connais là certaines démarches hors du comité, mais dans la composition, il y a quand même 16 membres, 11 qui sont nommés directement par des ministres, 5 par le président de la République. Bon, c'est une constatation. Hein. Bon, je prends les chiffres. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une évolution à envisager? C'est une question qu'on peut vous poser. Et vous avez parlé, ça sera ma troisième question. La première, donc, c'est vos avis. Ils sont certainement extrêmement, ils sont intéressants, bien documentés, et ils s'acharnent à faire la part des choses, à la fois sur les recherches, sur l'état des recherches aujourd'hui et sur nos phénomènes de société. Encore faut-il qu'ils soient, que l'on puisse davantage les utiliser dans la vie législative. Vous nous avez parlé aussi des instances éthiques régionales. Et là, si j'ai bien compris, vous avez en relation à Paris avec la PHP, si je vous ai bien entendu. Bon. Alors, je vais vous poser une question pratique. Professeur Capron, président de la CME de la PHP, il est extrêmement chagriné, et je le suis totalement, par l'utilisation de thérapies entre guillemets alternatives, pas entre guillemets, au sein de à la fois de la PHP et aussi d'un certain nombre de diplômes délivrés par les facultés de médecine. Est-ce que vous considérez que c'est de votre ressort de donner un avis là-dessus? Régional de l'espace éthique de la PHP, c'est parce que c'est le premier espace éthique qui a été un des modèles pour la proposition des espaces de réflexion éthique régionaux. Hein. Maintenant, c'est un ancêtre de l'espace éthique. Donc nous n'avons pas de lien privilégié, pas plus qu'avec les autres espaces de réflexion éthique. Oui, bien sûr, ça rentre dans le champ de nos réflexions. Un des sujets que nous évoquons souvent parmi les sujets que nous pensons qu'il serait important de traiter, c'est celui du médicament. C'est aussi celui des autres procédés médicaux qui ne sont pas des médicaments. Et donc, pardon. Non, mais je vous entends. Mais donc, j'allais dire, ce qui est de l'ordre de thérapeutique alternative pose des tas de questions, y compris d'ailleurs leur remboursement par l'assurance maladie, qui est une particularité de notre pays. Ça pourrait être un sujet parmi d'autres de réflexion, avec la restriction que vous venez d'évoquer, c'est que si les avis que nous produisons sont intéressants mais ne sont pas lus et ne sont pas utiles, je pense que... Non, mais bon, donc ce que je veux dire, oui, ça fait partie, à l'évidence, comme d'autres sujets qui ont été évoqués tout à l'heure, des sujets qui peuvent et qui rentrent à l'évidence dans le champ du Comité consultatif national d'éthique. Préciser ma pensée, je souhaite que vos avis soient davantage diffusés, sans qu'on ait à les chercher. Je suis d'accord avec vous. Nous faisons quand nous pensons que les avis ont une implication importante, nous faisons une conférence de presse. La presse le mentionne. Je pense que là, ou pas.
Oui. Et en général, d'ailleurs, si je peux exprimer bien personnel, la presse le mentionne. Ce qu'elle mentionne et ce qu'elle dit n'est souvent pas le reflet de ce que nous avons dit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une façon de On réduire... a aussi l'habitude. Voilà. Mais je dirais que c'est plus le fait qu'elle en parle. Mais voilà. Mais je pense que dans certains domaines, par exemple, encore une fois, toute la réflexion que nous avons menée sur la fin de vie, je pense qu'en tout cas dans une grande partie de la société, nous avons été entendus. Et les 2 nouveaux droits que nous avions demandés dans notre avis 121, que nous avons repris, et qui sont les 2 nouveaux droits qui sont présents dans la proposition d'Alain Claes et de Jean Leonetti, je dirais, là aussi, sont peut-être... Alors, comme vous le disiez, c'est peut-être une coïncidence, indépendamment de l'élaboration de notre réflexion, mais je pense que là où vous avez raison... Il est membre de notre comité, oui. Mais nous avons des relations avec l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et encore une fois, toutes les occasions, et nous les avons eues au moment où était discutée la proposition de loi sur la recherche sur l'embryon. Je me rappelle avoir été auditionné par la Commission des affaires sociales. Toutes les occasions que nous avons de discuter de nos avis et de nos réflexions devant le Parlement, et devant les différentes commissions, je dirais pour nous, sont extrêmement utiles, parce que c'est en effet une façon de diffuser notre réflexion dans le cadre du Parlement. Il nous faut conclure, chers collègues, parce qu'on a dépassé vraiment le temps. Jean-Yves. Simplement pour rebondir sur le sujet, sur une réflexion que vous avez eue tout à l'heure, d'inclure dans le comité des économistes. Parce que, remarquez, toutes les fois, moi j'ai bien aimé ce que vous avez rappelé sur votre avis sur l'expérimentation des médicaments dans les lieux exotiques, etc. Mais le silence, c'était la bonne réponse de certains milieux économiques. Donc dès lors qu'il y a des enjeux économiques forts, il vaut mieux pas parler de ce qui fâche. Donc peut-être que, enfin je ne sais pas, une idée comme ça qui vient en discutant, précisément cette dimension, parce qu'un des obstacles, je crois, à la diffusion et à la prise en compte de vos avis, ce qui sont quand même ce qu'on peut avoir de mieux, c'est ça. C'est quelles seront vraiment les implications fortes. Et l'idée selon laquelle le comité peut être une espèce de, comment dire, la forme accomplie de la démocratie, je crois qu'on en est loin, parce que s'il y a des règles, la démocratie, c'est la gestion des intérêts. On va en rester là sur cette observation. Jean-Yves, monsieur le rapporteur, est-ce que je peux conclure avec votre autorisation? Bien sûr. Alors un dernier mot très rapide, parce que l'audition suivante a pris du retard. Un des points qui a une dimension économique majeure, qui nous a jamais échappé et que nous réitérons dans différentes configurations dans nos avis, c'est le temps nécessaire dans la consultation entre le patient et le médecin. Qu'il s'agisse de la tarification à l'activité, qu'il s'agisse de la fin de vie, qu'il s'agisse de la consultation lors du don du sang, nous remarquons toujours qu'un des problèmes majeurs, c'est le manque de temps de dialogue entre le patient et le médecin. Et ce temps, c'est de l'argent qui n'est pas comptabilisé, puisque ce qui est comptabilisé, c'est l'acte technique. Donc c'est un des exemples où en effet, cette dimension économique, je dirais presque évidente, nous apparaît comme un problème éthique rémanent. Très bien, merci beaucoup. On va rester sur ça, c'était passionnant, la preuve, puisque le temps nous a paru trop court, donc c'est la démonstration. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous. À votre vice-président de vous avoir accompagné. Et on va faire en sorte de démarrer la prochaine audition. Merci beaucoup.